de la cocaïne et du cannabis. Donc, on va commencer essentiellement par une petite partie pour l'alcool, puis les opiacés, puis la cocaïne et le cannabis. En effet, l'alcoolisme constitue un problème majeur de santé publique et le déterminisme il est multifactoriel. Donc un sujet alcoolique chronique est prédisposé à l'alcoolisme secondairement à des facteurs biologiques génétiques et également secondairement à des facteurs psychosociaux. Les complications de l'alcoolisme chronique sont gravissimes. Il y a des complications secondaires à l'intoxication aiguë, comme l'exemple de l'ivresse aiguë ou bien l'ivresse pathologique, et puis des complications secondaires à l'alcoolisme chronique, avec surtout le risque de syndrome de sévrage et le risque de délirium tremens. Allô? Et donc, les complications sont parfois gravissimes. Donc, on va retrouver le mode diaporama. Avant d'avancer, il faut définir quelques éléments clés ou bien quelques concepts clés concernant la consommation de l'alcool. La consommation de l'alcool peut être définie par le terme abus d'alcool. L'abus d'alcool, c'est l'utilisation répétée de l'alcool dans des situations où l'usage est risqué, comme l'exemple de conduite d'automobile en état d'ivresse. Il y a également le terme tolérance. La tolérance, c'est la nécessité d'augmenter la dose pour éprouver les mêmes effets identiques. Donc, les mêmes effets identiques. J'ai un petit problème avec le mode diaporama. Donc, la tolérance, c'est la nécessité d'augmenter les doses pour éprouver des effets identiques. Donc, augmenter la dose consommée de l'alcool ou autre substance psychoactive pour éprouver ce sentiment de plaisir ou bien ce sentiment de détente. Concernant le terme dépendance, il y a la dépendance psychique et la dépendance physique. La dépendance psychique est définie par la pulsion imminente à consommer de l'alcool de façon répétitive, de façon régulière pour retirer du plaisir. Et puis, il y a la dépendance physique. La dépendance physique est définie surtout par le syndrome de sévrage. Donc, on définit une substance comme ayant une dépendance physique lorsque l'arrêt brutal de la consommation de cette substance, alcool ou autre, donne un syndrome de sévrage lors de l'arrêt brutal ou la diminution de la consommation de cette substance. Donc, il y a la dépendance psychique et la dépendance physique. La question qu'on peut poser maintenant, quel est le seuil au-delà duquel la consommation de boissons alcoolisées serait dangereuse? Est-ce que l'alcoolisme occasionnel est aussi dangereux que l'alcoolisme quotidien? Est-ce que l'alcoolisme quotidien définit une consommation dangereuse? Ou bien il y a un seuil au-delà duquel on peut définir la dangerosité de cette conduite alcoolique ou bien de cette consommation? En effet, l'évaluation de la consommation d'alcool est définie par l'OMS selon la quantité d'alcool ingéré. On va dire qu'un verre standard d'alcool contient environ 10 grammes d'alcool et selon l'OMS, le seuil au-delà duquel la consommation elle est dangereuse est de 21 verres par semaine chez l'homme
et de 14 verres par semaine chez la femme. Et donc, environ 40 grammes par jour chez l'homme, soit 4 verres standards, et 30 grammes par jour chez la femme, soit 3 verres standards d'alcool. Et puis, la quantité d'alcool diffère selon le type de boisson alcoolisée. Par exemple, pour le vin, les bouteilles à 750 ml ont une teneur d'alcool de 12%, et on peut alors calculer la quantité d'alcool. Donc 750, il y a la quantité en millilitres fois 12% fois 0,8 pour obtenir la quantité d'alcool dans une bouteille de vin. Il y a de 72 grammes au niveau de cette quantité de 750 millilitres. La quantité d'alcool diffère également au niveau des bouteilles d'alcool fort. C'est d'environ 40%. La quantité d'alcool dans une bouteille d'alcool fort est d'environ 240 grammes. Par contre, pour les canettes de bière ou bien les petites bouteilles de bière, la quantité elle est d'environ 10 grammes. Donc, on a bien compris que la quantité d'alcool diffère selon le type de boisson alcoolisée. Et donc, on va définir un verre standard contenant 10 grammes d'alcool pur, quel que soit le type de boisson alcoolisée. Maintenant, cliniquement, cet alcoolisme, comment il va se manifester? La consommation d'alcool peut se manifester par un tableau d'intoxication aiguë ou par un tableau d'intoxication chronique chez les alcooliques chroniques. En effet, l'intoxication aiguë se manifeste par le tableau d'ivresse simple ou bien le tableau d'ivresse pathologique. Donc, un sujet qui a ingéré une quantité énorme de boissons alcoolisées et dont le taux d'alcoolémie est supérieur à 1 gramme par litre va se présenter par exemple aux urgences dans un tableau d'ivresse simple, avec une excitation psychomotrice, avec une incoordination de la marche, avec également une haleine alcoolisée et des troubles du comportement. Maintenant, c'est quoi l'ivresse pathologique? L'ivresse pathologique, c'est presque le même tableau d'ivresse simple, mais avec en plus des manifestations psychiatriques. L'ivresse pathologique est de durée plus prolongée que l'ivresse simple. Pour les ivresses pathologiques, on peut décrire l'ivresse hallucinatoire, donc c'est une ivresse plus des hallucinations. On peut également décrire l'ivresse délirante. Dans ce cas, c'est un tableau d'ivresse plus une activité délirante, quelques idées délirantes généralement de jalousie ou bien de persécution. Il y a également l'ivresse convulsive. Dans ce cas, le tableau d'ivresse est accompagné par des crises convulsives ou bien également, il y a le tableau d'ivresse avec une excitation psychomotrice importante. Donc, il y a les 4 types d'ivresse pathologique. Donc, l'intoxication aiguë à l'alcool se manifeste par soit un tableau d'ivresse simple, lorsque le taux d'alcoolémie est supérieur à 1 gramme par litre, ou bien par un tableau d'ivresse pathologique avec 4 types d'ivresse pathologique: l'ivresse hallucinatoire, l'ivresse délirante, l'ivresse convulsive et l'ivresse avec excitation psychomotrice importante. Par ailleurs, face à un sujet alcoolique chronique, on peut également détecter des signes d'imprégnation alcoolique chronique. À l'inspection déjà, on peut déduire que cette personne est alcoolique chronique avec ce visage qui est congestif, l'haleine alcoolisée, les télangiectasies, les tremblements fins des extrémités, les tremblements fins des lèvres. Ce sont des signes d'imprégnation alcoolique chronique. En plus de ces signes d'imprégnation alcoolique chronique à l'inspection du visage de notre patient, il y a également les stigmates biologiques de l'alcoolisme chronique. Les stigmates biologiques de l'alcoolisme chronique: l'augmentation de VGM, la macrocytose, l'augmentation de gamma-GT, les éléments en faveur de cytolyse hépatique avec augmentation des azates et alates, et puis également l'augmentation de cholestérol et de triglycérides. Donc, en plus des signes d'imprégnation alcoolique chronique
à l'inspection ou bien à l'examen clinique de notre patient et les stigmates biologiques, l'intoxication alcoolique chronique se manifeste également par un syndrome de dépendance alcoolique. Donc, la consommation de l'alcool va induire une dépendance psychique et également une dépendance physique. Donc, la dépendance psychique, elle est définie par une pulsion ou bien une envie importante de consommer la substance, et la dépendance physique, elle est plutôt définie par l'apparition des signes de sévrage lors de la diminution de la consommation d'alcool ou bien lors de l'arrêt brutal de la consommation d'alcool. Par ailleurs, un sujet alcoolique chronique peut également présenter des complications de cet alcoolisme chronique. Les complications peuvent être sous forme d'un tableau de syndrome de sévrage. Donc, suite à l'arrêt brutal de la consommation d'alcool ou bien suite à la diminution des quantités habituellement ingérées, le patient peut présenter un syndrome de sévrage. Ce syndrome de sévrage peut évoluer de quelques signes de sévrage, quelques signes cliniques de sévrage, jusqu'à le stade le plus grave, lié au délirium tremens. Donc, notre patient peut présenter des tremblements fins des extrémités, une marche instable, une instabilité au niveau de la marche, peut présenter une déshydratation, un sentiment de soif, ou bien l'évolution peut se faire vers le stade le plus grave de sévrage, et le délirium tremens, qui va se manifester par un tableau de confusion mentale, et puis également par des éléments en faveur d'altération de l'état général, la fièvre, la déshydratation, l'hypoglycémie, les tremblements, et pour le délirium tremens, il s'agit d'une urgence médicale. C'est une urgence médicale qui peut mettre en jeu le pronostic vital de votre patient. Et la prise en charge doit se faire en milieu de réanimation. Donc, pour résumer, chez un sujet alcoolique chronique, on peut noter à l'examen clinique des signes d'imprégnation à l'inspection, des signes en faveur de cet alcoolisme chronique. Au niveau du bilan biologique, il y a également des stigmates biologiques d'alcoolisme chronique, comme l'augmentation des gamma-GT, l'augmentation de VGM, la cytolyse hépatique, l'augmentation de cholestérol et de triglycérides. Et puis, notre patient alcoolique chronique peut également souffrir de cette dépendance psychique et physique à l'alcool. Et puis, il y a les complications de l'alcoolisme chronique à type de syndrome de sévrage suite à l'arrêt de la consommation et les complications somatiques comme le cas de cirrhose hépatique, les encéphalopathies alcooliques, la démence alcoolique et également les dépressions secondaires à cette conduite addictive chronique. Donc, la prise en charge de l'alcoolisme aigu et chronique. La prise en charge de l'alcoolisme chronique et aigu est basée essentiellement sur le volet préventif. Il ne faut pas oublier le volet préventif, la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire doit se faire auprès des jeunes par l'information, par l'éducation et également par le fait d'intensifier les actions de prévention en direction des adolescents pour prévenir l'alcoolisme. Et puis, la prévention secondaire se fait par le dépistage des conduites alcooliques nocives ou les conduites alcooliques à risque pour diminuer la consommation. Il faut également essayer d'intensifier les actions de prévention de la conduite automobile sous l'emprise de l'alcool. Si on est de garde aux urgences, si on est face à un patient qui consulte ou bien qui est amené dans un tableau d'intoxication aiguë, donc un tableau d'ivresse aiguë. Donc, qu'est-ce qu'on va faire face à ce patient qui se présente en état d'ivresse? Donc, il faut faire une surveillance stricte aux urgences. On peut doser le taux d'alcoolémie et il faut entamer une réhydratation massive par perfusion surtout de sérum glucosé pour prévenir l'hypoglycémie. Il ne faut pas oublier de donner la vitaminothérapie à base de la vitamine B et on peut également prescrire le Valium si notre patient présente une crise convulsive. Et puis, lorsque notre patient alcoolique chronique demande une cure de sévrage,
comment on va commencer cette cure de sévrage. Ce qui est très important pour les cures de sévrage de patients alcooliques chroniques est que notre patient soit motivé. Pas de cure de sévrage sans motivation. Donc, on va commencer par l'approche relationnelle, par l'accueil, par l'écoute, par l'évaluation de la demande. On va essayer de renforcer cette motivation et puis on va essayer d'aider notre patient à lever le déni, à initier une motivation à l'abstinence. Et il ne faut pas oublier, face à ce patient alcoolique chronique, de faire un bilan médico-psychosocial, d'évaluer la sévérité de cette conduite addictive, évaluer les complications et évaluer également les comorbidités somatiques associées à la consommation d'alcool. Il ne faut pas oublier, avant de commencer la cure de sévrage, de faire un bilan cognitif, parce que l'alcoolisme chronique peut induire également une démence alcoolique. Après l'approche relationnelle, la cure de sévrage doit se faire obligatoirement en milieu hospitalier, avec un séjour de moins de 21 jours. La cure de sévrage est basée essentiellement sur l'hydratation massive pour prévenir la déshydratation, sur la vitaminothérapie. On va administrer essentiellement vitamine B, B1, B6 et B12. Et on va prolonger la prise des vitamines jusqu'aux 3 à 4 mois. On va donner initialement les benzodiazépines à base de Valium. On peut même donner 30 à 40 mg par jour pendant l'hospitalisation pour prévenir la survenue des crises convulsives. Et puis, on doit diminuer progressivement les benzodiazépines jusqu'au arrêt. Il ne faut pas que notre patient soit mis sur temps sous benzodiazépine. Donc, on va arrêter la consommation d'alcool, mais on peut induire une nouvelle addiction, on peut induire une addiction aux benzodiazépines. Donc, la cure basée sur les benzodiazépines est en milieu hospitalier et on doit arrêter les benzodiazépines avant la sortie du patient. Il ne faut pas également oublier le travail psychologique dès la 2e semaine par l'information de notre patient, par l'éducation et par la gestion du stress. Maintenant, face au tableau de délirium tremens. Donc, on a le délirium tremens, c'est une urgence médicale qui peut mettre en jeu le pronostic vital de votre patient. La prise en charge doit se faire au milieu de réanimation. Et elle est basée essentiellement sur un bilan somatique. On va commencer par un bilan somatique, un examen clinique complet, un examen neurologique, la recherche d'un foyer infectieux, la recherche du stigmate de traumatisme crânien. Et puis, on va mettre notre patient dans une chambre éclairée. La chambre doit être calme. Il faut proscrire la contention. Parce que notre patient qui est atteint de délirium tremens est confus. Et donc, dans le cadre, ou bien dans le cas d'une confusion mentale, l'obscurité et la contention vont aggraver l'état de notre malade. Donc, il faut mettre notre patient dans une chambre éclairée et calme. Il faut éviter la contention. Et puis, on va entamer une réhydratation massive à base de 3 à 6 litres par jour de perfusion de boissons riches en sels minéraux et sucres, sans oublier la vitaminothérapie à base de vitamine B, sans oublier également le traitement sédatif et anticonvulsivant pour prévenir la survenue de crises convulsives à base de diazépam à raison de 10 à 20 mg x 3 par jour. Et on peut également avoir recours à un traitement antipsychotique, anti-hallucinatoire si notre patient présente des hallucinations zoopsiques effrayantes dans le cadre de délire onirique. Alors, donc, on va voir qu'est-ce qu'on a retenu. Donc, la prévalence de l'alcoolisme en population générale, elle est de l'ordre de 10%. Et puis, donc, on a nous l'estimation ou bien l'évaluation de la consommation de l'alcool se fait selon la quantité ingérée. Et donc, il faut
reconnaître qu'un verre standard de vin rouge contient environ 10 grammes d'alcool pur. Comment peut-on calculer la consommation en grammes d'alcool? Donc, on va prendre cette formule-là, le degré d'alcool, le volume de la quantité ingérée en millilitres fois 0,8. L'exemple de la bière. Donc, la bière, généralement, ce sont des canettes de 250 millilitres. Et puis, le degré d'alcool, il est à 5%. Donc, 5% fois 250 millilitres fois 0,8, ça fait environ 10 grammes d'alcool. Donc, une canette d'alcool contient environ 10 grammes d'alcool pur. La valeur seuil de consommation d'alcool d'après l'OMS, c'est 30 grammes par jour chez l'homme, soit environ 4 verres standards d'alcool par jour chez l'homme et 30 grammes par jour chez la femme. Donc, au-delà de ce seuil défini par l'OMS, on peut définir la consommation d'alcool comme dangereuse. Alors, la bière contient un taux de 5% d'alcool. Le vin rouge contient un taux de 12% d'alcool. Les deux principaux critères cliniques de la dépendance alcoolique, donc on peut définir cette personne comme dépendante à l'alcool lorsqu'il y a le phénomène de tolérance et le syndrome de sévrage. Donc la tolérance, c'est la nécessité d'augmenter les quantités ingérées d'alcool pour éprouver le même sentiment de plaisir. Chez un sujet dépendant à l'alcool, l'arrêt brutal ou bien la diminution des quantités ingérées va se manifester par un syndrome de sévrage. L'ivresse aiguë se voit à partir d'un taux d'alcool supérieur à 1 gramme par litre. Les étiologies les plus fréquentes d'une perte de connaissance chez un alcoolique en état d'ivresse sont l'hypoglycémie, le traumatisme crânien et puis le traitement de l'alcoolisme chronique, c'est-à-dire la cure de sévrage. On est face à un patient demandeur de sévrage d'alcool. Les principaux ou bien les grandes lignes de la cure de sévrage, c'est l'hospitalisation, l'hydratation massive, la vitaminothérapie, les benzodiazépines qui vont être diminuées progressivement jusqu'au arrêt et bien sûr le travail psychologique et le renforcement de la motivation. Pour l'ivresse aiguë aux urgences, la prise en charge, elle est basée sur une surveillance stricte aux urgences, le dosage de l'alcoolémie si possible, la réhydratation importante, essentiellement à base de sérum glucosé pour prévenir l'hypoglycémie, la vitaminothérapie et Valium si convulsion. Donc, énumérer 4 complications fréquentes de l'alcoolisme chronique. L'alcoolisme chronique peut se compliquer par un syndrome de sévrage lors de l'arrêt brutal de la consommation, les encéphalopathies alcooliques, les démences alcooliques, sans oublier les tableaux dépressifs secondaires à l'alcoolisme chronique. On va passer maintenant aux addictions aux opiacés. Donc, pour les opiacés, le tableau il est différent par rapport à la consommation de l'alcool. Donc, donc, les opiacés, quelles sont les molécules qu'on peut utiliser ou bien qu'on peut utiliser de façon détournée pour aviser donc euphorisant ou bien pour l'intoxication? Il y a les dérivés morphiniques, l'exemple de Moscantin, l'exemple de Sclénan, les sulfates de morphine. En effet, la morphine, c'est le premier choix utilisé comme analgésique puissant dans les tableaux des douleurs sévères. Dans les cas de néoplasie, par exemple, les douleurs sévères résistantes au premier et deuxième palier d'analgésique, mais également, il ne faut pas oublier que la morphine a un effet euphorisant. L'administration des dérivés morphiniques se fait toutes les 4 heures
ou bien également chaque 12 heures si forme retard ou bien à libération prolongée. Les dérivés morphiniques vont donner une dépendance physique, une dépendance psychique et un phénomène de tolérance. Donc, une dépendance physique et donc l'arrêt brutal de la consommation de la morphine va donner un syndrome de sévrage. La dépendance psychique qui est définie par le craving. Le craving, c'est un sentiment ou bien c'est une envie irrépressible de consommer la substance psychoactive et également le phénomène de tolérance qui est défini par l'augmentation progressive des quantités ingérées pour éprouver le même sentiment de plaisir. Pour les opiacés, il y a également l'héroïne. Donc, les opiacés, c'est la morphine, l'héroïne, le fentanyl. Donc, pour l'héroïne, les effets sont comparables à ceux de la morphine. Les différences résident dans l'intensité, la durée d'action et la voie d'administration. Généralement, l'héroïne est sniffée ou bien fumée ou bien mélangée à la cocaïne. Et la demi-vie, elle est de 3 à 10 minutes. La demi-vie, elle est très courte, ce qui explique le flash d'euphorie qui peut induire par la consommation de l'héroïne. La fentanyl est également un opiacé. Il est 300 fois plus puissant que la morphine. L'usage est surtout en anesthésie, mais également on peut l'utiliser comme analgésique sous forme de patch transdermique ayant un effet pendant 3 jours. Il y a également le buprenorphine qui est également un dérivé opiacé, surtout le temgesique utilisé pour ses caractéristiques analgésiques et le subutex qui est utilisé comme un traitement de substitution pour les sujets consommateurs de l'héroïne pour aider au sévrage à l'héroïne. La durée d'action, elle est prolongée de 8 à 12 heures et la consommation, elle est par voie sublinguale ou bien par voie injectable. Donc, les opiacés, on a le buprenorphine, le fentanyl, l'héroïne, également la morphine. Essentiellement, 4 grandes molécules, morphine, héroïne, fentanyl et buprenorphine. Quelles sont maintenant les manifestations cliniques de l'intoxication aux opiacés? Un sujet qui consulte aux urgences et qui présente un tableau d'intoxication aux opiacés va présenter des effets psychiques et des effets physiques. Lors des premières prises des opiacés, un tableau d'intoxication aiguë à la morphine ou à l'héroïne va donner des effets psychiques. Notre patient présente un sentiment d'euphorie intense et bref. Notre patient présente un sentiment profond de quiétude, puis somnolence. L'évolution va se faire vers l'oscillation de l'humeur, d'un sentiment d'irritabilité, de tristesse, vers le sentiment d'exaltation, avec un ralentissement moteur, sans oublier l'effet analgésique des opiacés. Donc, la consommation de morphine ou bien de l'héroïne va donner ces effets psychiques. En plus de ces effets psychiques, notre patient va présenter des effets physiques. Il y a toujours cette triade. Donc, un sujet qui consulte aux urgences avec un tableau d'intoxication aiguë aux opiacés va présenter des nausées, des crampes intestinales, une constipation et des vomissements. Le patient peut présenter également une rétention urinaire, un myosis serré. Il ne faut pas oublier également que les opiacés sont des histaminolibérateurs et donc la consommation de la morphine ou de l'héroïne peut engendrer un rage cutané, un urticaire ou bien le prurite. Il y a également le risque de crise convulsive parce que les opiacés diminuent le seuil convulsif. Donc, ici, c'est le tableau d'intoxication aiguë. Donc, le tableau d'intoxication aiguë qui les effets psychiques et les effets physiques. Ici, on est en surdosage. Dans le cas d'une overdose ou bien le surdosage en morphine ou bien à l'héroïne. C'est un tableau qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. C'est un tableau qui présente une urgence médicale. Donc, le tableau d'overdose est caractérisé par une triade clinique
on peut dire qu'il s'agit d'une triade pathognomonique. Donc, face à un patient qui présente cette triade clinique faite de dépression respiratoire, de myosine serrée et d'un état de coma profond, il faut craindre un tableau de surdosage aux opiacés. En plus de cette triade clinique pathognomonique, le patient peut présenter une bradycardie, peut présenter une hypothermie, des convulsions, un tableau d'OAP et d'hypotension. La prise en charge doit se faire en milieu de réanimation médicale. Notre patient va nécessiter la ventilation mécanique et on peut également donner à notre patient le naloxone ou bien le Narcan, qui est un antagoniste pur. On peut dire qu'il s'agit de l'antidote des opiacés pour gérer ce tableau d'overdose. Donc, il ne faut pas oublier que la consommation des opiacés peut donner un tableau d'intoxication aiguë et puis peut donner un tableau d'overdose qui est très grave avec cette triade pathognomonique, la dépression respiratoire, le myosine serré et le coma profond. En effet, le risque d'overdose, il est très important. On va comprendre pourquoi. Donc, avec la consommation des opiacés, le risque de surdosage il est très important parce qu'il y a une augmentation progressive de la consommation des opiacés et il y a le phénomène de tolérance avec nécessité d'augmenter toujours et progressivement la quantité ingérée, ce qui va engendrer rapidement un tableau d'overdose. En effet, l'adaptation des récepteurs aux opiacés est très facile, ce qui va engendrer une augmentation des doses consommées, une augmentation des fréquences des prises et une augmentation ou une modification de la qualité de prise. Donc, le sentiment de craving, il est très fréquent. Donc, le craving, qui me décrit, c'est la dépendance psychique. C'est une envie imminente de consommer la substance. C'est une envie imminente d'augmenter la consommation de substances pour limiter les signes de sévrage et pour se procurer de plaisir et d'euphorie. Donc, la consommation des opiacés, elle est très caractérisée par l'augmentation rapide et importante des doses consommées et par le phénomène de tolérance qui est la nécessité d'augmenter les doses et le phénomène de dépendance aussi bien physique que psychique. Avec le temps, la différence entre la dose inductrice d'euphorie et la dose donnant le tableau d'overdose diminue. Donc, la dépendance, elle est physique et psychique. Donc, comme la dépendance physique, c'est le fait de présenter un syndrome de sévrage lors de l'arrêt brutal de la consommation. Et la dépendance psychique, c'est l'envie imminente de consommer la substance. Bien sûr, avec cette consommation des opiacés, il y aura un retentissement psychosocial important et un retentissement somatique, un retentissement sur la vie familiale et professionnelle du patient. L'apparition d'un syndrome de sévrage à l'arrêt de la consommation chronique est très fréquente. Donc, ce syndrome de sévrage, il va se manifester cliniquement par un tableau un peu atypique. Donc, on a essayé de décrire le tableau d'intoxication aiguë, on a essayé de décrire le tableau d'overdose avec la triade clinique pathognomonique, et maintenant, on va décrire le syndrome de sévrage aux opiacés, le syndrome de sévrage aux morphines ou bien à l'héroïne. Donc, lors de l'arrêt brutal de la consommation de l'héroïne ou la consommation de morphine, il y aura apparition de syndrome de sévrage. Le syndrome de sévrage apparaît 6 à 8 heures après la dernière prise par des bâillements, larmoiements, rhinorrhée et mydriase. Puis à J3, c'est l'acmé des symptômes somatiques avec HTA. Donc on note une HTA, une tachycardie, une hyperthermie, une polypnée, des diarrhées, des vomissements avec des crampes intestinales
et une angoisse majeure. Puis l'évolution va se faire vers l'atténuation progressive de la symptomatologie jusqu'aux sédations des symptômes avec possible persistance d'une anxiété et d'une insomnie et d'une asthénie. Donc, pour faire un petit récap, 6 à 8 heures après la dernière prise, apparition des premiers symptômes de sévrage, puis à J3, c'est l'acmé des symptômes avec HTA, des crampes musculaires, diarrhée, vomissement, anxiété majeure, puis l'évolution va se faire vers l'atténuation progressive de la symptomatologie jusqu'aux sédations des symptômes à J8, J10, mais quand même une possible persistance d'une anxiété, possible persistance des troubles du sommeil et d'asthénie. Maintenant, la prise en charge thérapeutique. Les grandes lignes de la prise en charge thérapeutique du sujet consommateur des opiacés, consommateur de l'héroïne ou de la morphine. La mise en place d'un traitement de substitution permet de retrouver un mieux-être personnel et social, mais la dépendance va persister pendant des mois. Donc, le traitement de substitution, le Subutex, malheureusement, cette molécule n'est pas disponible en Tunisie. Ici, on parle de protocole européen, donc les cures de sévrage aux opiacés, le cure de sévrage à l'héroïne ou à la morphine est basé sur le traitement de substitution. L'héro et le Subutex. Ce traitement doit être pris chaque jour et impose des consultations médicales de fréquence au minimum mensuelle, donc des consultations assez rapprochées, pour prévenir surtout le détournement ou bien le mésusage de Subutex. La règle à respecter est de diminuer très progressivement les posologies jusqu'au arrêt de la consommation des opiacés. Donc, quelques questions. Qu'est-ce qu'on a retenu concernant la consommation des opiacés? Donc, les opiacés, l'héroïne, le fentanyl, le temgesic ou Subutex. Subutex particulièrement, c'est le traitement de substitution utilisé en France, en Europe, comme aide au sévrage. Donc, les opiacés, le Moscantin, le Skena, l'héroïne, le fentanyl, le temgesic ou le Subutex. Le tableau d'intoxication aiguë aux opiacés est caractérisé particulièrement par un sentiment d'euphorie intense et bref, suivi par un sentiment profond de quiétude et de somnolence et un effet analgésique, bien sûr. Par ailleurs, le tableau de l'overdose est caractérisé par une triade clinique pathognomonique faite de dépression respiratoire, de myosis serrée et de coma profond. Le syndrome de sévrage aux opiacés. Donc, suite à l'arrêt brutal de la consommation de l'héroïne ou de la morphine, notre patient va présenter une tachycardie, une hyperthermie, une polypnée, des diarrhées, des crampes intestinales, une déshydratation avec angoisse majeure. Et si on est face à un patient aux urgences qui présente ce tableau de sévrage à l'héroïne ou à la morphine, le traitement est essentiellement symptomatique. Donc, un traitement pour les diarrhées, la réhydratation, on peut donner un anxiolytique, on peut donner également un traitement pour diminuer la fièvre ou bien pour les vomissements. Donc, le traitement n'est pas spécifique, c'est un traitement essentiellement symptomatique. Donc, on a donc quelques aspects cliniques de la consommation des opiacés. On va passer maintenant à la consommation de la cocaïne. La cocaïne n'est pas vraiment, donc il n'y a pas vraiment des consommateurs de cocaïne en Tunisie, n'est pas vraiment assez fréquente. Les substances psychoactives consommées fréquemment en Tunisie, c'est plutôt le cannabis, l'alcool, quelques cas des opiacés, la cocaïne avec une fréquence moindre.
Donc, à un niveau mondial, la cocaïne est devenue en quelques années une drogue illicite très présente sur la scène des addictions. Donc, en Tunisie, pas trop fréquente, mais au niveau mondial, c'est une substance très consommée et c'est une substance illicite présente sur la scène des addictions. En fait, la cocaïne, elle est produite à partir de cette plante qui est la coca, à partir de feuilles de coca, pour former une pâte et puis pour former une poudre. La cocaïne est consommée fréquemment par voie intranasale, sniffée, ou bien fumée, ou bien injectée par voie intraveineuse. L'injection de la cocaïne et surtout le fait des usagers qui utilisent déjà la voie intraveineuse pour d'autres produits, donc généralement dans un contexte de polyaddiction, donc ils sont en parallèle consommateurs de l'héroïne ou bien consommateurs de morphine. Et d'une façon globale, le tableau d'intoxication aiguë à la cocaïne est caractérisé par des effets psychoactifs. Donc, un patient qui se présente avec un tableau d'intoxication aiguë à la cocaïne est caractérisé, le tableau, par un sentiment d'euphorie, par une hypervigilance, par l'augmentation de l'énergie, l'instabilité, les idées de grandeur, l'augmentation de l'estime de soi, la tachypsychie, une excitation sexuelle et un besoin réduit de sommeil avec anorexie et tachycardie. Pour faciliter un peu, le tableau d'intoxication aiguë à la cocaïne, il est un peu similaire à un tableau de syndrome maniaque. Donc on voit ici l'euphorie, l'hypervigilance, l'instabilité, les idées de grandeur, l'excitation sexuelle, l'insomnie subtotale. Donc le tableau, il est un peu similaire à un syndrome maniaque. Par ailleurs, le syndrome de sévrage, il est un peu similaire à un syndrome dépressif. Donc, suite au sévrage brutal de la consommation de la cocaïne, notre patient va présenter une tristesse, une énergie, une fatigabilité avec ralentissement psychomoteur, une hypersomnie, une hyperphagie, avec parfois même une bradycardie. Donc, pour faciliter un peu, donc la consommation de la cocaïne, en cas d'intoxication aiguë, c'est un tableau un peu similaire au syndrome maniaque. En cas de sévrage, c'est un tableau qui ressemble un peu au syndrome dépressif. La prise en charge de la consommation de la cocaïne, en effet, il n'y a pas de traitement spécifique. Il n'existe pas également de traitement de substitution à la cocaïne. Le traitement, il est essentiellement symptomatique, qui peuvent être utilisés en fonction de l'objectif recherché. Donc, un patient qui souhaite une cure de sévrage, il va présenter le syndrome de sévrage. Et nous, le syndrome dépressif. Donc, notre patient présente des éléments dépressifs, il est anxieux, il y a de l'hypersomnie, de l'angoisse, de ralentissement psychomoteur. Donc, donc, le traitement sera symptomatique. On peut alors prescrire un traitement antidépresseur, on peut prescrire un traitement anxiolytique, mais il faut éviter les benzodiazépines. On peut prescrire par exemple de la Tarax, l'hydroxyzine, qui a une action anxiolytique, mais sans risque de dépendance. Donc le traitement, au cas par cas, il est essentiellement symptomatique. Il n'y a pas de traitement de substitution pour la cocaïne. On va passer maintenant aux addictions au cannabis. Donc, les addictions à l'alcool, les addictions aux opiacés, les l'héroïne, le morphine, le fentanyl ou le subutex. Les addictions à la cocaïne. On a l'addiction à la cocaïne et la consommation de la cocaïne est heureusement moins fréquente en Tunisie. Et maintenant, on va passer aux addictions au cannabis, qui est vraiment un véritable problème de santé majeur au niveau mondial et également au niveau de notre pays. Donc, le cannabis est la substance illicite la plus utilisée au monde. La consommation a considérablement augmenté et il s'agit d'un véritable problème de santé publique, surtout chez les adolescents.
dans le monde et également en Tunisie. Il y a en fait 3 formes de cannabis. Il y a la forme plante, il y a la forme résine, qui est la plus utilisée, la forme résine qui m'a la pâte, trace donc des joints et elle est fumée sous forme de joint, et la forme huileuse. Quel est maintenant le tableau clinique de l'intoxication au cannabis? Donc, un sujet qui se présente aux urgences avec un tableau d'excitation, comment peut-on déduire qu'il s'agit d'un tableau d'intoxication au cannabis? Donc, l'intoxication aiguë au cannabis survient après une consommation prolongée d'une ou plusieurs cigarettes, ce qui va entraîner un sentiment d'euphorie calme, exaltation de l'humeur, sentiment d'expansion, sentiment de détachement, une anxiolyse, un sentiment de détente. Notre patient peut présenter également des effets sensoriels avec des véritables hallucinations, ou bien il peut s'agir parfois des distorsions perceptives, d'illusions visuelles, une désorientation temporo-spatiale. Par ailleurs, les phénomènes délirants sont moins fréquents. Donc, le tableau d'intoxication aiguë, c'est un tableau d'excitation psychomotrice. C'est un tableau d'exaltation, d'expansion, avec anxiolyse, avec sentiment de détente, et parfois même, notre patient peut verbaliser des hallucinations ou bien des illusions visuelles. Donc, c'est un tableau l'accès-maniaque. Mais notre patient peut être également envahi par ces hallucinations et par conséquent, il peut se présenter aux urgences avec un tableau d'angoisse importante, secondaire aux hallucinations. Si les hallucinations sont envahissantes et sont importantes, notre patient peut se présenter dans un tableau d'anxiété importante. Donc, il peut s'agir d'un tableau d'exaltation, ou bien il peut s'agir d'un tableau d'anxiété avec hallucinations visuelles et auditives importantes. On a signalé également, lors de la première cigarette, des céphalées et des lipotymies. Notre patient peut présenter également une hyperémie conjonctivale, une pharyngite, une tachycardie. La sécheresse de la bouche, les troubles digestifs, les boulimies, la toux, soif et des vertiges peuvent également se manifester suite à l'intoxication au cannabis. Donc, il y a le tableau d'intoxication aiguë. Maintenant, au long cours, la consommation chronique au long cours de cannabis peut donner une dépendance psychique et non physique avec grande tolérance. Donc, c'est un élément très important. Le cannabis ne donne pas de dépendance physique. Donc, le cannabis ne donne pas un syndrome de sévrage spécifique lors de l'arrêt brutal de la consommation. La dépendance, elle est essentiellement psychique. Donc, dépendance psychique, une envie imminente de consommer le cannabis avec phénomène de tolérance, avec augmentation progressive des quantités fumées. Donc, par ailleurs, l'arrêt brutal ne donne pas de syndrome de sévrage spécifique. Suite à l'arrêt brutal de la consommation d'alcool, de cannabis, notre patient peut présenter une anxiété, des troubles du sommeil, une symptomatologie anxio-dépressive, mais il n'y a pas un syndrome de sévrage caractérisé pour l'arrêt brutal de cannabis. Donc, le cannabis entraîne essentiellement une dépendance psychique avec envie imminente de consommer et une envie imminente d'augmenter la quantité fumée de cannabis. Donc, au long cours, on trouve un syndrome A motivationnel déficitaire avec des troubles de la mémoire, une baisse de l'efficience intellectuelle, une baisse des capacités de concentration et de l'attention, une indifférence psychomotrice et émotionnelle. Donc, c'est un syndrome amotivationnel, déficitaire, des troubles de mémoire, une indifférence, une froideur affective, une altération des capacités intellectuelles secondaires à la consommation chronique et répétée de cannabis. La prise en charge, donc on est face à un fléau important de consommation de cannabis. Beaucoup de jeunes adolescents consomment du cannabis et donc on pourra être face à des patients demandeurs de cure de sévrage. La prise en charge, elle est ambulatoire.
ce n'est pas nécessaire d'hospitaliser un patient demandeur de cure de sévrage. On peut entamer cette cure de sévrage au cannabis en ambulatoire. Le traitement est basé sur les thérapies. Donc, il faut renforcer la motivation de notre patient. Il faut renforcer la compliance au traitement et il faut continuer donc, la psychothérapie à base de thérapie cognitivo-comportementale et d'entretien motivationnel. Pour le traitement médicamenteux, donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment un syndrome de sévrage spécifique suite à l'arrêt du cannabis, mais on peut prescrire la prescription médicamenteuse en cas de sévrage est plutôt symptomatique et elle n'est pas systématique. Donc, elle dépend des manifestations cliniques, elle dépend des signes cliniques présentés par le patient suite à l'arrêt de la consommation. Donc, le traitement est symptomatique. Si notre patient est angoissé et l'arrêt brutal de la consommation de cannabis a donné une anxiété, on peut prescrire l'hydroxyzine ou l'atarax avec des doses de 50 à 300 mg par jour. Si notre patient souffre de troubles du sommeil, on peut prescrire un hypnotique sédatif de courte durée. Il faut éviter les benzodiazépines pour ne pas induire une nouvelle addiction au benzo. Donc, on peut prescrire Stinox, on peut prescrire un antipsychotique sédatif qui est manosinant, l'argactyle, mais il faut éviter les benzodiazépines. Donc, si notre patient rapporte une consommation de cannabis mélangé au tabac, on peut profiter et associer les patchs nicotiniques pour éviter les doubles sévrages et on peut donc bénéficier de cette cure de sévrage au cannabis, un sévrage tabagique simultané et alors possible selon la motivation de notre patient. Le sévrage peut être hospitalier dans quelques cas, si échec d'un ou plusieurs sévrages ambulatoires, si notre patient est demandeur d'une extraction de son milieu, donc il veut s'éloigner du milieu familial ou bien du milieu social pour le sévrage. S'il s'agit d'un tableau de polyconsommation, donc une polyaddiction, en plus de cannabis, il consomme de l'alcool, il consomme des opiacés, il consomme de la cocaïne. Dans ce cas, l'hospitalisation est nécessaire. Ou bien, si notre patient souffre d'une maladie somatique ou psychiatrique associée, avec nécessité d'une évaluation psychiatrique. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu? L'intoxication aiguë au cannabis se manifeste par un tableau d'euphorical, un tableau d'anxiolyse et un tableau de sentiment de détente avec hyperémie conjonctivale, une pharyngite et une tachycardie. L'intoxication aiguë de cannabis fait un tableau d'excitation psychomotrice avec parfois une anxiété également secondaire au phénomène hallucinatoire. Un petit cas clinique pour illustrer. Un jeune de 22 ans, expulsé de l'Italie, consulte aux urgences pour attaque de panique. Il présente une hyperémie conjonctivale, une mydriase bilatérale. Avec anxiété, on a donc attaque de panique. Donc, le diagnostic probable, il peut s'agir d'un tableau d'intoxication aiguë au cannabis. Je vais attaque de panique, un tableau d'excitation psychomotrice, mais parfois, tellement les phénomènes hallucinatoires sont importants, notre patient peut être très angoissé et il peut alors se présenter aux urgences pour attaque de panique avec hyperémie conjonctivale, une mydriase bilatérale. Un jeune de 24 ans souhaite bénéficier d'une cure de sévrage au cannabis. Il consomme du cannabis depuis quelques mois à raison de 2 joints par jour. Quel traitement proposez-vous? Donc, on a le traitement, il est essentiellement symptomatique. Donc, on peut donner un anxiolytique si anxiété à base d'atarax de 50 à 300 mg par jour. On peut prescrire un traitement sédatif si trouble du sommeil, un antidépresseur si symptomatologie dépressive et il ne faut pas oublier les entretiens motivationnels pour aider notre patient à l'abstinence.
et je vous remercie pour votre précieuse attention.